Imaginez, vous luttez pendant 6 années consécutives, transpirez à fond sur chaque projet indépendant, abandonnez les vacances, les nuits blanches et même les petits plaisirs, tout cela pour obtenir un appartement de rêve à Plano, au Texas. Maintenant, essayez d'absorber l'absurdité de vos propres parents, ces personnages qui devraient être votre refuge, vous regardent dans les yeux lors d'un dîner d'été, avec le plus grand naturel du monde, exigent que vous remettiez simplement les clés à votre sœur comme s'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire, quelque chose que vous achetez et transmettez sans réfléchir. C'est ce qui m'attendait ce soir-là. L'air était épais dans la salle à manger de Frisco, où la famille se réunissait autour de la table. Les couverts frappant les assiettes résonnaient comme des marteaux sur ma conscience. Ma mère, sur ce ton qui n'admettait aucune réplique, a lancé la bombe, votre appartement serait le cadeau parfait pour Mackenzie. Elle a des projets grandioses et vous pouvez toujours louer quelque chose de plus modeste. Mon père, dans son rôle habituel, a simplement hoché la tête, ajoutant, il est temps de donner la priorité à la famille, Kelsey. Et elle était là, ma sœur, les yeux brillants comme si elle planifiait déjà où elle mettrait sa machine à coudre dans un espace. Chez moi, je vais transformer cette pièce supplémentaire en studio. Tu verras, ce sera incroyable. Chacun de ces mots était comme un couteau tourné lentement. 6 années de nuit blanche à peaufiner les pixels, de café froid et de rêves différés, de chaque centime économisé pour verser un acompte sur cet endroit, pour eux, ce n'était rien de plus qu'une faveur que je devais leur rendre. Comme si tout cela n'était pas le résultat de ma sueur, mais plutôt un prêt qu'ils pouvaient redistribuer à tout moment. L'audace de la situation a allumé quelque chose en moi, une flamme de révolte qu'on ne pouvait plus contenir. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai raffermi ma voix et j'ai dit clairement, si c'est comme ça que tu veux jouer, préparez-vous à entendre des vérités sur cette famille auxquelles vous n'êtes pas prêt à affronter. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une confrontation qui a bouleversé tous les mensonges sur lesquels il s'appuyait, toutes les excuses boiteuses qu'il utilisait pour justifier l'injuste. Mais avant de plonger dans cette bataille, une histoire de trahison, de limites strictes et de mon combat pour reprendre ce qui m'appartient de droit, je veux savoir, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça? Votre famille a-t-elle déjà tenté de s'approprier ce que vous avez construit de vos propres mains? Partagez vos expériences ici. Si cette histoire vous a interpellé, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires crues de ceux qui ne se sont pas inclinés devant ceux qui devraient être leur plus grand soutien. C'est votre engagement qui maintient vivants ces récits de résistance. Grandir à Frisco, au Texas, aux côtés de Mackenzie, c'était comme vivre dans un monde où la créativité n'avait pas de limite. Nous étions inséparables, nous passions des heures étendues sur le sol du salon, entourés de feutres et de blocs à dessin, à créer des univers sur papier. Je me suis perdue dans des couvertures de livres fantastiques, avec des dragons enroulés en lettres gothiques, tandis qu'elle dessinait des robes avec des jupes amples et des imprimés audacieux. À 10h et 5h, nous avons échangé nos draps, riant de leurs robes à paillettes et de mes vaisseaux spatiaux fluo. Nous allons devenir des artistes célèbres, a-t-elle déclaré en faisant rebondir ses queues de cheval, tandis que nous jurions avec nos doigts qu'un jour, nous aurions un studio ensemble. À cette époque, notre modeste maison de style ranch ressemblait à un havre de rêve, avec notre mère applaudissant chaque gribouillage et notre père épinglant nos meilleures œuvres sur le réfrigérateur. Mais tout a commencé à changer lorsque nous avons atteint l'adolescence. À l'âge de 12 ans, Mackenzie devient obsédée par la mode. Des jeans déchirés, des bottes épaisses, tout ce qui sort des magazines pour adolescents. Et c'est à ce moment-là que nos parents ont commencé à investir en elle et uniquement en elle. Une toute nouvelle machine à coudre pour son 13e anniversaire, des camps de mode à Dallas, et même un atelier le week-end avec une créatrice locale. Elle a un don, dit ma mère, rayonnante, tandis que Mackenzie modélisait une robe tordue qu'elle avait cousue. Au début, je m'en fichais. Mes dessins étaient déjà en train de migrer vers le numérique et je passais des heures sur l'ordinateur familial à m'apprendre Photoshop, avec des tutoriels en ligne. Mais quand j'ai demandé un programme d'édition de $50 pour m'entraîner à la mise en page, la réponse de mon père a été sèche. Nous sommes serrés ce mois-ci, Kelsey. C'est drôle comme les frais mensuels des cours Mackenzie, qui triplent facilement ce montant, n'ont jamais été un problème. Le fossé entre nous n'a fait qu'augmenter au lycée. À 16 ans,
Je dessinais des logos pour des clubs scolaires et je rêvais d'aller dans une école de graphisme. J'ai passé des nuits tardives à rechercher des bourses pour l'UT Dallas, sachant que ce diplôme serait ma porte de sortie. Pendant ce temps, Mackenzie, à peine âgée de 13 ans, suivait des cours particuliers de couture et sa chambre était remplie de rouleaux de tissu que ma mère achetait en solde. Lorsque j'ai accepté un emploi à temps partiel dans un café Frisco pour économiser de l'argent pour un ordinateur portable, ils ne l'ont pas remarqué. Ma mère était occupée à inscrire Mackenzie à un autre cours de design. Votre sœur a un potentiel énorme, disait-elle, comme si les affiches de mon club de théâtre n'étaient qu'un passe-temps. Mon père, toujours plus réservé, s'est contenté d'accepter, sans jamais remettre en question l'équilibre inégal qui nous séparait. À 18 ans, le favoritisme était si évident que ça faisait mal. J'ai réussi à entrer à l'UT Dallas, mais j'ai dû combiner mon diplôme avec des bourses Pell, des postes de barista et de conception indépendante de dépliants pour les entreprises locales. Chaque réel était une bataille. Des cafés à 4 $ servis à des clients grincheux, des soirées à peaufiner les menus des petites entreprises, des prêts étudiants qui s'accumulent comme des dettes sans fin. Mackenzie, quant à elle, a été envoyée dans une école de mode à Houston, tous les frais de scolarité étant payés par mes parents. Elle a besoin de soutien pour briller, a insisté ma mère lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas m'aider avec mes livres. J'ai ravalé ma fierté, baissé la tête et continué à remettre des devoirs, déterminée à prouver que je n'en avais pas besoin. Il ne fallut pas longtemps avant que le chemin de Mackenzie ne commence à se dégrader. Au milieu de sa première année, elle a commencé à manquer les cours, plus intéressée par la création d'une esthétique pour Instagram que par l'apprentissage réel. Au cours de sa deuxième année, elle a abandonné le cours, affirmant qu'elle apprendrait mieux par elle-même. Mes parents n'ont même pas scié. Ils ont continué à injecter de l'argent dans leurs projets parallèles, des commandes de tissus, un site internet pour leur supposée boutique. J'appelais depuis mon dortoir, épuisée par les doubles quarts de travail au café, et j'entendais parler de leur nouveau tableau de vision. Elle trouve sa voie, disait mon père, comme si mes notes impeccables et ma liste de clients n'existaient pas. Je raccrochais le téléphone, regardant mon petit réfrigérateur, me demandant pourquoi mes efforts ne semblaient jamais suffisants. Ces années ont tout sapé. Mackenzie et moi sommes partis, nos journées de dessin et de rêves partagés étaient enfouies sous ses caprices et ma lutte solitaire. Je l'aimais toujours, mais la colère n'était pas contre elle, mais contre l'injustice flagrante entretenue par nos parents. Quand j'ai obtenu mon diplôme, avec une montagne de dettes, mais la poitrine pleine de fierté, je pensais que cette phase était derrière moi. À quel point j'avais tort. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis lancée dans ma carrière. Mon diplôme en graphisme s'est accompagné d'un prêt étudiant intimidant, mais je n'avais pas le temps de regretter. Je me suis inscrit sur toutes les plateformes indépendantes que j'ai pu trouver, en lice pour chaque logo, bannière ou travail de mise en page qui se présentait à moi. Mon premier appartement à Plano était une pièce qui fuyait avec des voisins bruyants, mais c'était mon quartier général. J'ai passé des nuits blanches à peaufiner des designs pour des startups exigeantes, alimentées par du café bon marché et un entêtement sans limite. Au début, les paiements suffisaient à peine à couvrir le loyer et les échéances de financement. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai construit un portfolio qui a commencé à attirer l'attention. Jusqu'à ce qu'après quelques années, le tournant arrive, un contrat avantageux avec une start-up technologique à Austin pour créer l'intégralité de leur identité visuelle logo, application, interface, support marketing. Cette opportunité a ouvert des portes. Bientôt, il développa des pièces pour une chaîne de restaurants de Dallas, une application de fitness à Houston et même du matériel de campagne pour un homme politique local. Ma liste de clients s'est agrandie, et avec elle, mon compte bancaire. C'était implacable. J'ai fait des propositions froides aux entreprises, raffiné les designs jusqu'au lever du soleil, économisé chaque centime supplémentaire sur un compte d'épargne avec un seul objectif, ma maison. Chaque fois que je passais devant les condominiums modernes de Plano, avec leurs façades élégantes et leurs grandes fenêtres, je me promettais qu'un jour l'un de ces appartements serait le mien. Et après 6 années de lutte inlassable, j'ai enfin eu assez pour verser la compte. La compte pour un appartement de 2 chambres dans un élégant immeuble Plano.
Mon nom sur le document. Une hypothèque que je pourrais payer sans difficulté. En franchissant cette porte pour la première fois, en accrochant mes propres toiles au mur, en installant un bureau près du petit porche, j'avais l'impression de planter un drapeau en territoire conquis. Ethan, mon petit ami, un conseiller financier que j'ai rencontré lors d'un événement de réseautage, m'a aidé à remplir la paperasse pour que tout soit officiel. Nous étions ensemble depuis 1 an et son don pour les chiffres équilibrait ma créativité. Il sourit, allongé sur mon nouveau canapé, plaisantant en disant qu'il allait emprunter mon balcon pour les appels des clients. Mais ensuite, ma mère a commencé à m'appeler à l'improviste. « Comment est le nouvel appartement, Kelsey ?» a-t-il demandé d'une voix très douce. Les questions sont venues en cascade: superficie, commodité, espace pour les visiteurs. Mon père était sur la même longueur d'onde, sondant avec une désinvolture suspecte les places de stationnement et les charges de copropriété lors des appels du dimanche. Au début, je pensais que c'était de la fierté parentale. Jusqu'à ce que les questions deviennent acérées, comme si elles cartographiaient ma maison pour une raison cachée. Ethan n'a pas cru à cet acte. Lors d'un dîner dans un pub local, il se pencha par-dessus la table, les yeux plissés. « Votre famille s'en fichait quand vous pouviez à peine payer votre loyer à l'université, se souvint-il, liant cela au favoritisme que j'avais déjà avoué à propos de mon adolescence. Il complote quelque chose. Gardez un œil ouvert. » Ces paroles sonnaient comme une alarme, surtout lorsque les messages de ma mère se transformaient en demandes insistantes de photos de l'appartement. Le ton, presque euphorique. Ma sœur s'est lancée dans l'action, inondant mes emails de tableaux Pinterest remplis d'idées de décoration, louant la façon dont mon espace correspondait parfaitement à son ambiance. J'ai envoyé quelques photos pour maintenir la paix, mais l'avertissement d'Ethan résonnait dans ma tête. Jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Ma mère et ma sœur sont arrivées un samedi sans prévenir, affirmant qu'elles passaient par Plano. Ma mère est entrée comme si les lieux lui appartenaient, examinant chaque recoin comme si elle préparait la propriété pour la visite des agents immobiliers. « Quelle merveilleuse lumière ici !» dit-il en passant ses doigts sur le comptoir de la cuisine. Ma sœur, avec un ruban à mesurer à la main, a commencé à mesurer les fenêtres, en marmonnant que l'espace serait parfait pour un mur de vision. Je restais figée, les bras croisés, alors qu'elle se promenait dans ma chambre comme si c'était déjà la sienne. « C'est ma maison, » dis-je plus durement que je ne l'avais prévu. Ma mère a ri, déguisant. « Nous sommes tellement fiers de toi, chérie. » Mais le rapide regard qu'il échangea avec ma sœur était calculé, comme s'il suivait un scénario répété. Ethan est arrivé avec des plats à emporter et a immédiatement récupéré l'énergie toxique. Son regard suffisait, je vous l'avais bien dit. Cette visite m'a secouée. Les questions intrusives de ma mère, l'audace de ma sœur avec le ruban à mesurer, l'avertissement d'Ethan, tout cela criait au danger. J'avais gagné cet endroit conception par conception, sueur après sueur, et maintenant ma propre famille le considérait comme s'il s'agissait d'une marchandise disponible. Quel que soit leur plan, ils n'allaient pas le laisser bon marché. Une semaine après ces visites surprises, mes parents ont insisté pour un dîner en famille à Frisco. Je n'étais pas allée chez eux depuis des mois, absorbée par l'organisation de mon appartement, mais le message de ma mère était catégorique: nous avons besoin de tout le monde ensemble. J'y suis allée avec Ethan, m'attendant à un rendez-vous de routine, peut-être du poulet grillé et des bavardages. Au lieu de cela, je suis entrée dans une scène qui a bouleversé mon monde. La salle à manger était toujours aussi bien rangée, la même vaisselle ébréchée, la même nappe décolorée de mon enfance. Ma mère traînait entre les casseroles, empilant du pain de maïs et des haricots verts pendant que mon père coupait un rôti, le couteau grinçant sur la planche à découper. Ma sœur, affalée sur sa chaise, levait à peine les yeux de son téléphone portable lorsque je m'assis. Ethan me serra la main sous la table, sentant la tension dans l'air. Nous avons survécu à la première série de plats, échangeant des histoires légères sur le travail et les dernières conquêtes des clients d'Ethan. Mais l'ambiance était pesante, comme si tout le monde attendait un signal. Jusqu'à ce que ma mère lâche la bombe. Elle posa sa fourchette, se pencha en avant et dit, calmement comme pour commenter l'heure. « Kelsey, nous avons pensé. »
Ton appartement serait le cadeau familial idéal pour ta sœur. Mes doigts s'enfoncèrent dans la table, mais elle continua, imperturbable. Elle a de grands projets pour la ligne de mode, et cet espace est idéal. Tout va bien, tu peux trouver un autre endroit. Mon père hocha la tête en s'essuyant la bouche avec une serviette. Il est temps pour toi de te consacrer à ta famille, dit-il, comme s'il avait déjà ma signature sur le contrat. Ma sœur s'est redressée, les yeux brillants. J'imaginais déjà la pièce supplémentaire comme mon atelier de couture, ai-je dit en passant mon doigt sur mon téléphone portable pour montrer un croquis de ma chambre, maintenant pleine de mannequins et de rouleaux de tissu. C'est parfait pour relancer ma marque. Vous vous en fichez, n'est-ce pas? Je les regardais, mon cœur battant si fort qu'il couvrait presque leur voix. Mon appartement. Ma récompense pour les nuits blanches, les vacances annulées, chaque projet pour lequel j'avais saigné. Et ils l'ont offert comme s'il s'agissait d'une clé de rechange. Ethan me serra fermement la main, mais je n'eus pas besoin de son signal pour parler. C'est ma maison, dit-il, pas mais ferme. J'ai vaincu. Ce n'est pas à vendre. Le sourire de ma mère disparut, remplacé par un ton plus aigu. Ne sois pas égoïste, Kelsey, grogna-t-il. Ta sœur en a plus besoin que toi. C'était toujours elle qui retombait sur ses pieds. Mon père ajouta d'une voix rauque. Nous vous avons élevés pour donner la priorité à la famille. C'est comme ça que ça se passe. Ethan ne s'est pas retenu. Attends une minute, intervint-il en se penchant. Kelsey a gagné cette place. Vous ne pouvez pas simplement exiger qu'elle abandonne. Les yeux de ma mère se plissèrent, l'interrompant. C'est une affaire de famille, Ethan. Tu n'en fais pas partie. Le coup de couteau a fait mal. Pas seulement pour moi, mais pour lui après un an passé à être mon refuge, réduit à un étranger quand cela comptait. Ma sœur, inconsciente, a continué à bavarder sur la façon dont elle transformerait mon Porsche en toile de fond pour des photos de produits. Chaque mot était une allumette allumée dans ma patience. J'ai poussé la chaise. L'égratignure sur le parquet résonnait comme un coup de feu. Vous ne décidez pas ce qui est à moi, dit-il en regardant chacun, ma mère, mon père, ma sœur. Pensez-vous que c'est de la famille? C'est toi qui lui enlèves ce que j'ai construit parce que c'est plus facile que de réparer ses erreurs. Le silence qui suivit fut glacial. Ma mère, les lèvres serrées. Mon père, les sourcils froncés. Ma sœur, enfin immobile, le téléphone portable mort à la main. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai poussé fort la chaise. Je ne pars pas, ai-je déclaré en me levant. Pas maintenant. Jamais. Ethan s'est levé avec moi, sa main posée sur mon dos, et nous sommes sortis par la porte d'entrée. Le volet qui se fermait derrière nous ressemblait à un arrêt complet. Sur le chemin du retour vers Plano, mes doigts écrasaient le volant. Ethan n'a pas essayé de me faire parler, il est juste resté silencieux pendant que je traitais la trahison. Il m'avait donné un court délai pour partir, comme si ma vie était un contrat qui pouvait être résilié. Mais ce dîner n'était pas seulement une exigence, c'était une ligne tracée dans le sable. J'avais passé des années à prouver que je pouvais subvenir à mes besoins. Et aucun chantage émotionnel ou sermon familial n'allait me priver de cela. Le temps de jouer pour leur équipe était révolu. Les exigences sont devenues plus dures, plus directes, comme si mon refus était un crime contre la famille. Ma sœur, à son tour, a inondé mon téléphone de messages sans fin sur ses rêves de mode, sur le fait que ma chambre d'amis était la pièce manquante de son grand saut. Chaque mot était un coup, aiguisant la lame de la culpabilité jusqu'à ce qu'elle s'enfonce profondément. J'ai essayé de me concentrer sur les délais des clients, le logo de la boulangerie à Dallas, la refonte du site web du gymnase à Fort Worth, mais la pression était implacable. Puis, une nuit, la voix de ma mère a crépité dans ma messagerie vocale, tranchante comme un couteau. Tu es égoïste, Kelsey. Nous ne t'avons pas élevé pour mettre tes caprices avant ceux de ta sœur. Ma sœur n'a pas perdu de temps. Elle a envoyé une photo d'une machine à coudre avec la légende, cela s'intégrerait parfaitement dans votre chambre d'amis. J'ai regardé l'écran, les dents serrées, luttant contre l'envie d'exploser. Ethan m'a regardé m'effondrer autour d'une tasse de café dans ma propre cuisine.
Il posa son verre avec un bruit sourd et dit sans embâche, « Il ne te demande rien, qu'elle. Il t'intimide. » Ces paroles brisèrent le brouillard de doute qui m'enveloppait encore, mais je voulais toujours croire qu'il s'agissait simplement d'une loyauté familiale exagérée. Rien de plus sinistre. Jusqu'à ce que la bombe explose. Un appel téléphonique de tante Barbara, la sœur aînée de ma mère et toujours la voix de la raison au milieu du chaos familial. Elle et oncle Gary m'ont invité à un brunch chez eux à Allen, une demande rare, presque suspecte. Entre les crêpes et le café, Barbara se pencha, la voix basse, pleine d'urgence. « Tes parents ont de sérieux ennuis. » Gary hocha la tête, remuant distraitement le sucre. Ils ont investi une fortune dans la boutique en ligne de leur sœur. Elle a coulé. Et maintenant, ils croulent sous les dettes. Barbara a ajouté, le regard sérieux, « Ils ne l'admettent pas, mais nous avons entendu des conversations. Votre appartement est la bouée de sauvetage qu'ils ont trouvée. » Mon estomac s'est retourné. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans un déclic inquiétant, les appels insistants de ma mère, les projets effrontés de ma sœur, la pression soudaine pour que je cède ma maison. Ce n'était pas du favoritisme. C'était un jeu sale. Ils pariaient sur mon avenir en comblant le trou qu'ils avaient creusé. Je suis rentrée chez moi en transe, revivant chaque chantage, chaque demande déguisée en affection. Ethan m'attendait à l'appartement, et quand je lui ai raconté ce que Barbara et Gary avaient révélé, son visage s'est durci comme de la pierre. « Ce n'est pas une famille, » dit-il en croisant les bras alors qu'il traversait la pièce. « C'est une arnaque. Ils veulent utiliser votre appartement pour nettoyer leurs dégâts. » Il s'est arrêté devant moi, les yeux fixés sur les miens. « Tu as besoin d'un avocat, Kelsey. Quelqu'un qui comprend le droit immobilier. Je connais un gars, Derek. Il est vif. Il ne manque de rien. Tu ne peux pas les laisser te forcer à céder. » J'ai hoché la tête, la détermination se solidifiant en moi. J'avais passé des années à construire cette vie. Je n'allais pas la laisser devenir une monnaie d'échange dans un jeu de hasard qui n'était pas le mien. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser. J'ai trouvé le site abandonné de la boutique de ma sœur, toujours en ligne comme le fantôme d'une ambition ratée. La page d'accueil criait à la prétention, police grasse, photo brillante de pièces jamais vendues. Mais le bouton « Acheter » n'a rien donné. Je me souviens que ma mère parlait, il y a des années, de la façon dont ils avaient investi massivement dans les stocks et dans le marketing. Maintenant, les mots de Barbara résonnaient, une entreprise en faillite, une dette écrasante et mon appartement comme solution de facilité. J'ai trouvé le contact de Derek sur le téléphone portable d'Ethan, un avocat réputé pour ne pas trouver d'excuses. J'ai envoyé un message direct, exposant les faits, la pression de la famille, le refus de céder, le soupçon qu'il m'utilisait comme une bouée de sauvetage. Sa réponse n'a pas tardé, il semble qu'il compte sur votre complaisance. Nous protégerons vos biens. La réalité a frappé comme un marteau. Chaque appel, chaque message, chaque plaidoyer en faveur de l'unité familiale, était un geste calculé pour déplacer son fardeau sur mes épaules. Je ne me battais pas seulement pour mon appartement. Je me battais pour le droit de ne pas être la victime sacrificielle des rêves et des mauvais paris des autres. Le lendemain matin, un email est arrivé avec un objet qui m'a glacé le sang, accord de transfert de propriété. Le document ci-joint indiquait, avec un cachet notarié et tout, que ma sœur Mackenzie était la propriétaire légitime de mon appartement à Plano. Mes mains tremblaient alors que je feuilletais les pages. Ma signature était là mais je n'en avais jamais signé. C'était une contrefaçon grossière, mais l'audace faisait comme un coup de poing dans le ventre. J'ai tout transmis à Derek avec une seule ligne, c'est faux. J'ai besoin de toi. J'étais dans mon bureau, un espace de coworking à Dallas, en train d'ajuster la présentation d'un rebranding pour une chaîne de café, lorsque la tempête a envahi les lieux. Ma mère, mon père, ma sœur et une femme que j'ai à peine reconnue, Brianna, l'ancienne associée de la boutique en faillite Mackenzie, ont envahi comme une volée de vautours. Brianna tenait un dossier, le sourire sur son visage plus une menace qu'autre chose. Ma mère a pris les devants, sa voix étant suffisamment forte pour que les autres personnes dans le bureau lèvent les yeux. « Kelsey,
Mettons ça de côté maintenant, dit-elle en claquant le faux document sur mon bureau. Vous avez accepté de céder l'appartement à votre sœur. Signez le transfert ou vous êtes coupé de la famille. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés, bourreau muet. Ma sœur a agité son téléphone portable. J'ai déjà des projets pour cet espace. C'est parfait pour ma nouvelle collection. Ne compliquez pas les choses. Le silence envahit la pièce. Mes collègues ont arrêté de taper, leurs yeux rebondissant entre moi et le cirque qui s'était installé dans mon espace. Brianna s'avança, rejetant ses cheveux en arrière dans un geste théâtral. Tes parents et moi sommes endettés à cause de la boutique, dit-elle sèchement. Votre appartement résout tout. C'est la moindre des choses. Je la regardais, l'esprit tournant 1000 pensées par seconde. Il ne s'agissait pas des rêves de ma sœur. Il s'agissait de me rejeter la responsabilité d'un échec. Mon pouls battait à tout rompre, mais ma voix était ferme, je n'ai jamais signé ça. Ce papier est faux, et vous le savez. Avant qu'il puisse réagir, j'ai appelé Derek et je l'ai mis sur haut-parleur. Sa voix coupa la tension comme une lame, j'ai déjà analysé l'email. Ce document n'a aucune valeur légale. C'est une fraude. Le nom de Kelsey est propre dans le registre, et je suis prêt à poursuivre pour contrefaçon s'ils insistent là-dessus. Le visage de ma mère se tordit, mais ma sœur s'en prit, d'une voix aiguë, tu es tellement égoïste, Kelsey. C'est pour la famille. L'accusation a fait mal, elle faisait écho à des années de préférence, de toujours être la deuxième option. Mais cette fois, il n'allait pas reculer. Une collègue était déjà en train de sortir son téléphone portable, probablement prête à appeler la sécurité. J'ai envoyé un message à Madame Linda, l'administrateur de mon immeuble, en joignant le faux document. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, j'ai vérifié votre dossier. Votre acte est intact. Aucun transfert enregistré. Ce papier ne vaut rien. J'ai soulevé le téléphone et leur ai montré l'écran. C'est fini, dit-il, sa voix aussi ferme que l'acier. C'est ma maison. Tu ne vas pas réécrire ma vie pour réparer tes erreurs. Brianna rit avec dédain, mais mon père bougea inconfortablement, les yeux baissés. Mais ma mère n'a pas abandonné. Elle s'avança, le doigt pointé comme un pistolet, vous nous tournez le dos, siffla-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ethan, qui était en réunion avec un client à proximité, est arrivé exactement à ce moment-là, captant la fin du discours de ma mère. Il n'a pas hésité. Assez, dit-il, sa voix calme mais tranchante comme de la glace. Vous faites une scène sur son lieu de travail. Partez maintenant ou j'appelle la police. Ma sœur a levé les yeux au ciel, marmonnant quelque chose à propos des étrangers qui déconnent, mais Brianna lui a tiré le bras, sentant le vent tourner. La voix de Derek revint au téléphone, implacable, je suis en train de rédiger une notice légale. S'il réessaie des manœuvres comme celle-là, et vous serez poursuivi en justice. La menace résonna comme un marteau. La mâchoire de ma mère se serra, mais elle serra fermement le sac. Mon père le suivait en silence, les yeux fixés sur le sol, évitant les miens. Ma sœur résistait toujours, me lançant un dernier regard venimeux avant que Brianna ne la traîne dehors. Lorsque la porte du bureau se referma derrière eux, l'air devint épais du poids de ce qui venait de se passer. Les collègues échangeaient des regards et murmuraient, tandis que je m'affalais sur ma chaise, les doigts tremblants sur la table. Ethan me serra l'épaule, sa présence étant un point d'ancrage dans la tempête. « Tu l'as fait, murmura-t-il, et c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ce faux document avait été leur dernière cartouche, un pathétique désespoir de me faire plier. Mais je n'ai pas cédé. Armé de la vérité, d'alliés comme Derek et Madame Linda et de la certitude inébranlable que cette maison m'appartenait, j'avais résisté. Et maintenant, ils savaient qu'il n'y avait plus de place pour le chantage. 3 jours plus tard, Derek a agi avec la précision d'un chirurgien. Une mise en demeure extrajudiciaire a été envoyée à tous les 4, ma mère, mon père, ma sœur et même Brianna, la complice de dernière minute. Le texte était clair, implacable, mon appartement était le mien,
prouvée par des documents irrévocables, vérifiés et revérifiés dans les archives départementales. Il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de faille, il n'y avait aucun espoir pour leur mascarade. La lettre se terminait par un avertissement glacial: toute nouvelle tentative d'intimidation ou de fraude entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. Aucune réponse n'est arrivée. Le silence était leur aveu, ils étaient à court de mouvement. Quelques semaines plus tard, par l'intermédiaire de tante Barbara, j'ai appris que la maison de mes parents à Free avait été saisie. Leur malchance avec la boutique Mackenzie en faillite, l'argent gaspillé dans des investissements douteux, le désespoir d'une bouée de sauvetage financière, tout s'était effondré. Désormais, ils vivaient dans un appartement exigu en location, tandis que ma sœur, de retour dans sa ville natale après un énième échec dans le monde de la mode, occupait la chambre d'amis qui aurait toujours dû être la sienne. Barbara raconte, entre les lignes, les bagarres explosives, Mackenzie reprochant à ses parents de ne pas sécuriser mon appartement, ma mère pleurant de ne pas avoir profité de ma bonne foi, mon père s'enfermant dans sa chambre, vaincu. Un sentiment de culpabilité m'envahit. Personne ne veut voir sa famille s'effondrer. Mais cela s'est vite dissipé. C'est eux qui avaient choisi cette voie, pas moi. J'ai simplement refusé d'être leur bouée de sauvetage. Les notifications sur mon téléphone portable ne se sont pas arrêtées. Ils ont appelé, envoyé des messages. Ma mère, avec des messages vocaux entrecoupés de sanglots, parlant de « famille unie » et de « pardon ». Mon père, avec des messages courts et durs, exigeant que je reprenne mes esprits. Ma sœur, dans des textes interminables, m'accusait de trahir ses rêves et de l'abandonner au moment où elle avait le plus besoin d'elle. Je n'ai répondu à aucun. Jusqu'à ce qu'une nuit d'octobre, avec un verre de vin à la main et la ville illuminée derrière le balcon, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, j'ai bloqué tout le monde. Un par un. Mon pouce a plané sur le bouton pendant un moment, un dernier soupir de doute, mais lorsque j'ai appuyé dessus, c'était comme si une chaîne se brisait. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la survie. Je n'allais plus laisser leur manipulation définir qui j'étais. Tante Barbara et oncle Gary ont tenté une médiation, avec des appels remplis de « peut-être que cela peut être réglé ». Je les remerciais, mais j'ai refusé. Certaines fractures ne méritent pas d'être réparées. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse, et ce n'est pas grave. Pendant ce temps, la vie continuait. Et, pour la première fois depuis des années, je respirais plus facilement. C'est par une nuit fraîche, presque un mois plus tard, qu'Ethan s'est agenouillé au milieu du parc près de mon immeuble, la bague en argent avec un petit saphir brillant entre ses doigts. « Je n'ai besoin de rien d'autre que toi, » dit-il, et je savais que c'était vrai parce que, pour la première fois, je n'avais besoin de rien d'autre que de moi-même. J'ai dit oui en larmes, et nous avons célébré avec des tacos à emporter sur mon canapé, en riant comme deux survivants qui, contre tout, avaient gagné. Ma carrière a décollé. J'ai signé un contrat d'1 million de dollars avec une entreprise technologique de Dallas, responsable de l'intégralité de leur identité visuelle, logo, mise en page des applications, support marketing. C'était épuisant mais exilant. Chaque projet signé était un rappel, j'avais construit cela. Seul. Avec le recul, la bataille pour ma maison m'a appris une leçon que je garderai toujours en moi, le respect de soi ne se négocie pas. J'ai passé des années à chercher leur approbation, à m'incliner devant des défauts qui n'étaient pas les miens, jusqu'à ce que la tentative de cambriolage de ma maison soit la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour eux, mon succès n'a jamais été une réussite, mais toujours un atout. Un chèque en blanc, un matelas pour amortir leurs erreurs. Couper les liens n'a pas été facile. Il y avait des soirs où je me demandais si j'avais été trop dure. Mais chaque fois que j'ouvrais la porte de mon appartement, que je voyais mes écrans au mur, mon bureau baigné de lumière depuis le balcon, je savais, j'avais fait le bon choix. Cet espace était mon sanctuaire, conquis avec ma sueur, ma lutte, mon entêtement. Et personne n'allait me l'enlever. Pour tous ceux qui lisent ceci, mon histoire ne concerne pas seulement une maison. Il s'agit de planter les pieds sur terre et de dire, ça suffit. La famille peut être un port, mais quand elle devient une ancre, il faut couper la corde. Fixer des limites.
Gardez-les. Ne laissez pas la culpabilité ronger ce que vous savez être juste. Aujourd'hui, je construis une vie avec Ethan, une vie basée sur le respect mutuel et non sur des jeux sales. Ma carrière s'épanouit. Ma maison est à moi. Et j'ai appris que la seule approbation dont j'ai besoin est celle que je vois dans le miroir chaque matin. Cette liberté? Chaque bataille valait la peine. Chaque larme. À chaque « non », je devais crier. Et je ne l'échangerai pour rien au monde.